Donc, avant de laisser la parole à Jean-Paul, pour introduire la journée, comme on l'a dit, je vais vous présenter quelques informations sur le marché de la bio et sur la filière grande culture en région, voilà, pour situer un petit peu le contexte. Donc, on est sur un marché qui représente 11,9 milliards d'euros et qui a donc connu une croissance de 13,5% par rapport à 2018. Donc, ces 11,9 milliards d'euros, ils représentent 6,1% des achats alimentaires des ménages. Donc, ce qui est important à voir, c'est qu'en 2018, c'était 5%. Et on est passé à 6,1, donc ça augmente. La consommation, elle est estimée à 178 euros par an et par habitant. Et ce chiffre, il a plus que doublé en 5 ans. Donc en France, on est les deuxièmes consommateurs européens, derrière l'Allemagne et devant l'Italie et la Suède. Donc la proportion de la population qui consomme du bio tous les jours, elle augmente. En 2019, on avait 12% des consommateurs qui déclaraient consommer des produits bio chaque jour. En 2020, on passe à 14%. Et on voit que la Nouvelle-Aquitaine, elle est au-dessus de la moyenne nationale avec 17%. Donc, on sait aussi que les consommateurs demandent de plus en plus de bio et de bio local, ou du moins français. Et aussi, on voit apparaître de nouveaux consommateurs, et c'est d'autant plus vrai avec la crise du Covid, puisque lors du premier confinement, au niveau des réseaux spé, on avait enregistré plus 8% de nouveaux consommateurs. Au niveau des circuits de distribution, donc le consommateur a choisi la grande distribution à 55% pour faire ses achats bio, et suivi un petit peu loin derrière par les magasins spécialisés avec 28% de départ. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de la grande distribution, elle se maintient autour de 18%. Et au niveau des réseaux spécialisés, on a une croissance qui est un peu plus mesurée, puisqu'on est entre 4 et 7% selon les sources, et on a toujours Biocop qui se démarque. Car il déclare avoir eu une croissance de chiffre d'affaires en 2019 de plus de 15%. Donc, selon les types de produits, les circuits de distribution varient un peu, hein. Donc là, je vous ai mis deux petits diagrammes pour que vous voyez un petit peu les différences. Donc, par exemple, pour les produits de boulangerie, on voit que les consommateurs vont se fournir à part égale auprès des GMS, des magasins spé et des artisans commerçants. En revanche, pour l'épicerie salée, vous voyez que les consommateurs choisissent la GMS à près de 70%. Donc, on voit vraiment, selon le dernier baromètre, la montée en puissance des produits transformés. Donc, plus 31% pour les produits surgelés, plus 15% pour la boulangerie, plus 16% pour l'épicerie salée. Donc, c'est quand même des marges de croissance qui sont intéressantes. Au niveau des importations, eh bien, les importations, elles se stabilisent autour de 33%. Donc, il faut savoir qu'on consomme des produits qui viennent de France à 67% au niveau des produits bio. Donc, ce maintien en pourcentage, malgré l'augmentation de la consommation, il est principalement dû à l'augmentation des conversions de toute production et aussi au développement des produits transformés qui utilisent et valorisent les produits bruts français. Donc, les farines, les céréales, les biscuits dans l'épicerie, les plats préparés frais, surgelés, etc. Un petit mot sur l'impact de la crise du Covid. Donc, on est quand même sur une croissance. Si on compare le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020, on est toujours sur une croissance du bio de 17%. Avec cette crise du Covid, on voit qu'il y a quand même un flux qui s'intensifie au niveau des achats de produits bio et locaux. Mais on rentre quand même dans une bataille des prix. Et cette bataille des prix, on craint qu'elle s'intensifie avec la crise économique qui va commencer à s'installer. Donc, prudence. Et on a une croissance qui se confirme pour le e-commerce et le drive. Voilà, qui se confirme et qui se développe toujours. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que la suite de la crise va faire fléchir la croissance du bio? Donc ça, on attend les mois à venir pour avoir une réponse sur ce point-là. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si on se base sur les données recueillies en sortie de crise de 2008, on voit que le marché bio n'a aucunement souffert. Au contraire, la croissance, elle a continué. On a constaté aucun palier. Donc, les consommateurs renforcent leur désir de manger sain et de qualité, mais voilà, attention à la bataille des prix. Donc, au niveau du nombre d'opérateurs certifiés en bio en France, eh bien, tout augmente, hein, le nombre de producteurs, de transformateurs et de distributeurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette augmentation, elle se fait dans la même dynamique que la croissance du marché, puisqu'on a plus 14% d'opérateurs engagés en 2019.
Donc, au niveau des grandes cultures, donc sur la Nouvelle-Aquitaine, on a plus de 100 000 hectares en bio ou en conversion. Et cette surface, elle représente 35% de la surface bio de Nouvelle-Aquitaine. Donc, en grande culture, on a connu une croissance de ces surfaces de 4% par rapport à 2018 et on a plus de 2700 exploitations grande culture bio sur notre région. Au niveau de l'aval, on a pas mal d'opérateurs qui valorisent le bio. Donc, on a une cinquantaine d'opérateurs collecteurs et puis une cinquantaine de transformateurs. Donc, fabricants d'aliments du bétail, meuniers, boulangers, biscuitiers, transformateurs, conditionneurs, etc. Un petit point sur la conjoncture. Donc, la collecte bio en 2019, elle était mitigée. En revanche, la collecte 2020, elle a été très compliquée. On observe des baisses de collecte sur toutes les cultures, mais comme les stocks ils étaient importants, ils ont pu être utilisés. Donc ça a permis de maintenir les prix, sauf en blé, puisqu'on a eu des hausses des utilisations pendant le confinement. Voilà. Petit point de vigilance sur le C2, donc le bio issu de la deuxième année de conversion. Il représente quand même 30% de la collecte. C'est une grosse production et on a du mal à valoriser du coup les productions issues du C2. On a noté notamment trop de production pour certaines espèces comme le triticale, le pois, la févrole. Et la nouvelle réglementation 2022, elle va contribuer à intensifier ce phénomène. Il va falloir trouver de nouveaux débouchés, notamment pour les protéagineux. En revanche, il faut toujours qu'il y ait de l'offre pour répondre à la demande qui est croissante. Donc, les conversions, elles doivent rester dynamiques parce qu'on est toujours sur une croissance à 2 chiffres et les conversions d'aujourd'hui, elles vont permettre de répondre au marché et aux demandes du marché de demain, donc de 2023 à 2024. En revanche, on commence à arriver à un seuil où l'offre commence à égaler la demande. Donc, les semis doivent se faire plus que jamais en corrélation avec les demandes de marché. Donc, ce qu'on préconise, c'est de trouver les marchés, puis de semer. La prise de contact avec les metteurs en marché est plus que jamais importante aujourd'hui. Donc, il va falloir privilégier la contractualisation pour que la croissance puisse se faire de manière durable. Voilà pour ces petits éléments. Je vais laisser la parole à Jean-Paul qui va vous présenter les minoteries Belot et Bellinov. Très bien, merci. Bonjour à tous. Effectivement, ce rendez-vous qui devait être sous ce beau soleil, d'ailleurs, dans notre entreprise, malheureusement, vu les conditions, on se fait par visio. Et c'est avec plaisir que nous accueillons une quinzaine de personnes, dont certains sont connus de la maison Belot, de la minoterie Belot. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci Martine pour cette présentation. Donc, quand on voit de tels chiffres de développement dans ce secteur-là, c'est quand même très intéressant et encourageant pour les futurs agriculteurs qui veulent se convertir au bio. Voilà. Nous recherchons effectivement des blés bio français. Alors, nous souhaitons effectivement dans le bio faire du local. Malheureusement, on est obligé de prendre des blés bio un peu dans la France entière, notamment, bien sûr, en privilégié en Nouvelle-Aquitaine et la Vendée, et puis nous en prenons aussi dans le Gers, dans la Bourgogne et dans le nord de la France, Normandie, Picardie notamment, quoi. Voilà, donc c'est pas compatible dans ces grandes distances avec le bio, donc nous encourageons nos producteurs coopératives aussi à développer ce bio dans la mesure du possible, surtout avec de tels chiffres de développement, 13,5%, c'est quand même extraordinairement important. Voilà, je suis intervenu en tant qu'administrateur à Interbio Nouvelle-Aquitaine au lancement de ces 80 en visio maintenant, mais 80 rencontres sur FR3 au tout début, donc, et j'ai pu justement communiquer sur ce développement bio à l'échelon au moins de FR3 à Poitou-Charentes. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite visite virtuelle de la minoterie Belot. Nous consommons, nous, à peu près entre 10 et 12 000 tonnes de blé bio par an, avec un développement qui suit les chiffres que Martine nous disait.
Donc, c'est quelque chose que nous souhaitons continuer, bien sûr. Nous faisons du bio depuis 23 ans, puisqu'on fait la marque Jardin Bio à l'échelon national avec Léa Nature depuis 23 ans. Donc, on fait leurs sachets. Et justement, nous avons monté une usine parce que nous sous-traitions l'ensachage des sachets pendant une vingtaine d'années. Et depuis 3 ans, nous avons monté une usine à la Crèche, au centre routier, de fabrication d'ensachage, donc des sachets, quoi, qui s'appelle Bellinov, Bello Innovation. Voilà, donc dans le bio, il y a toujours de l'innovation. Voilà, donc une petite vidéo pour présenter la Minoterie Bello et son travail. Si vous voulez conserver vos questions à la fin, n'hésitez pas à les noter et puis je serai là pour vous répondre. N'hésite pas à commenter, hein, Jean-Paul. Oui, prise d'échantillons des blés. Tous les camions sont analysés avant déchargement, alors autant conventionnel que bio bien sûr, avec des normes très spécifiques à Minoterie Bello. Nous sommes extrêmement exigeants sur la qualité des blés qui rentrent au moulin. Donc ici, les analyses. Après analyse, conformité de tout, un numéro est donné au chauffeur qui ouvre le portail de la fosse et nous pouvons vider. Le CA est à 32 millions maintenant. Donc il y a une traçabilité totale du grain de blé dès qu'il rentre dans nos moulins. Ici, les appareils de mouture. Avec les deux moulins, nous écrasons 500 tonnes de blé jour. Moulin sous air conditionné, filtré. Tuyauterie en inox. Et nous ensachons le bio. Sac de 25 kg ou vrac éventuellement. Cette farine certifiée donc en bio et 5 en label rouge. Le bio est livré en vrac aussi pour certaines industries. Louis-Marie, mon fils, qui est président maintenant de l'entreprise, qui est la 16e génération de meunier, donc Bello, depuis 1550. Et le travail du boulanger sur la baguette. Voilà. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Je vous écoute. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Apparemment, pas de questions. Tout va bien. Donc, on va regarder maintenant Bellinov, l'usine de... Alors, ce sera un diaporama. Là, par contre, on n'a pas fait de vidéo encore sur l'usine d'ensachage qui se trouve à la Crèche, au centre routier. Nous avons une chaîne d'ensachage de 40 sachets minutes. Nous faisons donc le bio. On a un silo bio dédié au bio
100% du temps, et un silo label rouge 100% du temps, puisque nous faisons que ces deux farines-là en sachet. Donc nous sommes situés à La Crèche, près du centre routier. C'est sur Voilà, Bello-Binotterie là, effectivement. Voilà une vidéo de l'ensemble du moulin pour l'instant. Bellinov arrivera après. Donc le nouveau moulin se trouve sur la droite de votre écran avec les silos à blé. Et ensuite, l'ancien moulin se trouve complètement sur la gauche où il y a le toit un petit peu arrondi. Donc voilà, l'histoire de famille depuis 225 ans. Donc comme on vous l'a déjà dit, puisque depuis, c'est même un peu plus maintenant, puisqu'on est à Geoffrey depuis la Révolution, 1789. Et avant, nous étions meuniers à quelques kilomètres en aval de la rivière de la Sèvre niortaise. Nous sommes localisés à Geoffrey, donc comme on dit depuis 1789, une SAS indépendante, familiale. Nous sommes à 32 millions de chiffre d'affaires en 2019, qui sera aussi à peu près celui-ci de 2020. 90 personnes, 90 000 tonnes de blé écrasé, 72 000 tonnes de farine produite. Nous livrons sur la moitié ouest de la France, donc de Lille à Toulouse. Alors, nous livrons aussi, alors pourquoi de Lille à Toulouse? C'est que nous livrons une chaîne de boulangerie, il s'appelle Marie Blachère, qui ouvre des boulangeries d'une façon assez importante sur le réseau national. Et nous livrons aussi en Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Singapour aussi depuis quelques temps. Voilà aussi notre répartition industrie et chaîne de boulangerie. 48%, la boulangerie artisanale 25%, les grandes et moyennes surfaces 25%, l'export représente des petites quantités et l'épicerie aussi qui se développe de maison en mieux. Ce qu'on appelle l'épicerie, c'est le sachet, mais qui se développe surtout avec le confinement. Ça a été extraordinairement positif. Les gammes de produits, donc les incontournables, la baguette, la mitronnette, puisque c'est notre marque depuis là aussi une trentaine d'années. Donc, des farines privilèges aussi au niveau des farines spéciales élaborées pour un artisan boulanger ou un industriel. Avec la farine privilège, on peut créer donc sa propre farine. Nous recevons nos clients dans notre fournil et avec toutes les matières premières qu'on lui propose, on peut créer sa propre farine, sur lesquels d'ailleurs il peut aussi déposer sa marque, ce qui valorise sa boulangerie personnelle. Et puis le bio, donc le pain bio, on a déposé la marque Farine Bio de Poitou-Charentes il y a déjà 25 ans. Bon, maintenant c'est Farine Bio puisqu'on ne trouve pas tous nos blés en Poitou-Charentes. Comme vous avez vu, on a 11 farines maintenant issues de l'agriculture biologique. Et puis le sachet, donc le sachet type 65, prochainement le type 80 qui va sortir, la label rouge. La farine C'est qui le patron, donc qui rémunère au juste prix son producteur. Vous connaissez maintenant pas mal de produits de la marque C'est qui le patron, et on est fabricant de cette farine, le seul à l'échelon national. Et puis les farines bio de la marque Jardin Bio, la semi-complète en type 80, et puis la type 65 que nous faisons depuis 23 ans. Nous sommes bien sûr en démarche qualité, sécurité, environnement depuis très longtemps. On est le premier moulin certifié IFS International Food Standard, qui sont des normes européennes, donc en France depuis 2006. On a intégré la version 6 qui intègre la Food Défense et la Food Fraud, c'est-à-dire que tout est maintenant filmé, autant les chargements des camions, notamment pour l'export, et puis le travail, comment dirais-je, la sécurité de l'entreprise au niveau des cours et tout ça, des possibles entrées donc dans l'entreprise qui ne seraient pas souhaitées. Et puis on est en démarche ISO 9001, mais ça on l'était déjà, on l'avait déjà fait, mais on le refait parce que ça permet de cadrer le travail de chacun pour le bon fonctionnement de l'entreprise, que tout le monde parle le même langage.
Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits en 2008 donc, sur les investissements, en quelque sorte, faute de réception, le stockage des blés, 32 cellules de 150 tonnes, c'est beaucoup de cellules parce qu'on travaille beaucoup par mouture de variétés de blé pur. Et ensuite, on assemble les farines. Donc, on a beaucoup de cellules de blé et beaucoup de cellules de farine pour pouvoir faire un assemblage par des batchs de 2 tonnes sur le cahier des charges de chacun de nos clients. Un contrat par cellule, traçabilité totale, avec des fonds spéciaux FIFO, c'est-à-dire que le premier entré et le premier sorti. Doseur pondéral pour assurer la régularité des formulations sur blé quand on veut associer deux blés, par exemple, d'une même variété, mais qui viennent de régions différentes, pour faire une moyenne. Un nettoyage de blé performant, donc humidification avant mouture, et supervision avec traçabilité totale des préparations de blé et de la mouture. Donc, investissement régulier sur le site de Geoffrey, un moulin à meule remplacé par un moulin à cylindre en 1927, et puis de 84 à 2000, pas mal d'augmentation de la capacité d'écrasement, donc de 170 tonnes jour, qui était portée à 500 tonnes, amélioration de la suivi de la qualité et sécurité alimentaire des farines, les stations de mélange, laboratoire, échantillonneur, activités recentrées, arrêt de l'alimentation animale en 96. 6 mois avant la vache folle, là, on avait eu le nez creux, en quelque sorte. Donc, ce nouveau moulin, de capacité d'écrasement 330 tonnes, ajouté aux 170 tonnes de l'ancien moulin, mais qui a été refait en 2011. Donc, matériel bullaire entièrement automatisé et tuyauterie inox, machine en aluminium. La technologie, les innovations technologiques, c'est maîtrise des flux des rentrants et sortants. Comme je vous disais, le moulin est sous pression, donc avec filtration des insectes volants ou des pollens aussi qui sont un allergène. Donc on filtre tout ça avant la mise en pression de la partie du moulin et ça permet aussi de réguler la température été comme hiver avec un système de volets de répartition d'air filtré ou pas. C'est-à-dire que tout l'air est filtré, mais je veux dire par là que l'air qui a servi et qui a été rejeté après filtration peut être repris puis c'est un air chaud quand même, les matériels ont réchauffé cet air, peut être repris après filtration pour être réincorporé dans le moulin, ce qui fait qu'on maintient une température entre 20 et 25 degrés à peu près toute l'année. On a aussi donc une innovation qui s'appelle le décépilling. On est 2 moulins en France à avoir cet appareil qui supprime les premières écorces du grain. C'est-à-dire qu'avant la mouture, on peut supprimer les couches superficielles atteintes par d'éventuels traitements chimiques ou contaminations, la réduction de la teneur en mycotoxines dans certaines années et la nette amélioration de la qualité sanitaire, matière première parfaitement saine, donc bien sûr, puisque le son, comme on parle du son, mais le son, c'est plusieurs écorces en fin de compte, les unes sur les autres, et nous, on enlève entre une et les deux premières par friction, et notamment tous les blés bio passent dans ce matériel-là, puisqu'on n'a pas d'autre solution pour les nettoyer éventuellement. C'est pas pour enlever les couches chimiques, bien sûr, mais c'est pour enlever la terre, on apporte les problèmes de poussière qui pourraient être collés contre. Et puis aussi, tous nos blés, donc pour farine label rouge, passent aussi dans ce matériel. On a refait, comme je vous disais, le moulin 170 en 2011, avec tuyauterie inox aussi, nouveau blanchistère, et puis nous avons mis en place palettiseur, que vous avez pu voir fonctionner tout à l'heure, augmentation des livraisons sur palette, maintenant c'est un maximum sur palette, et nous avons monté les zones de stockage de 400 palettes. Voilà. Et le matériel que vous avez vu, donc l'ensacheuse qui fait 705 heures, qui a été mise en place donc maintenant en 2016, ça fait 4 ans. Donc Balinov, comme je vous parlais aussi, donc c'est un centre de logistique, de robotique et ensachage. Le site, comment dirais-je, l'accroissement du volume de chiffre d'affaires et du nombre de salariés fait partie aussi de la répartition avec géographique, avec un meilleur travail pour chaque personnel, avec des automatisations mises en place pour justement éviter le port de charge de plus en plus qui développait de plus en plus des maladies
musculo-squelettique, et ce qui fait que justement on a été obligé d'investir dans ces matériels. Voilà, comment répondre à la création de nouveaux marchés tout en améliorant ces fameuses conditions de travail de nos salariés. Eh bien, rue Charles Tellier, à la crèche, au carrefour donc des autoroutes, nous avons créé un bâtiment donc, que nous apercevons ici au Point Rouge, tout ce bâtiment qui se trouve sur la gauche du Point Rouge, avec une réserve foncière en verre qui nous permettra d'agrandir éventuellement. Nous avons 6500 mètres carrés de locaux couverts, donc qui est une ancienne usine de pain industriel, donc bien isolée, etc., qui nous a permis alors d'ouvrir un grand centre de stockage de matières premières pour Bello-Minoterie et la fabrication des sachets, donc à partir de robots bien sûr, mais aussi picking robotisé qu'on a mis en place finalement au moulin. On a évolué aussi, on a sur la partie Bello-Minoterie à Geoffrey, on a mis en place ce robot qui vient d'être d'ailleurs mis en service il y a très peu de temps. À Bellinum, nous fabriquons le sachet C'est qui le patron. Donc, il y a eu un développement comme le lait très important. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a du beurre bio dans la marque C'est qui le patron. Nous essaierons dans les jours, mois prochains, de développer la farine bio avec C'est qui le patron, puisque c'est une farine label rouge pour l'instant conventionnelle, mais je pense que Louis-Marie, mon fils, pensera à ceci. Donc, un développement important. Voilà le sachet. 1 million de sachets sur un an, donc la ligne d'ensachage, que nous apercevons ici, mais qui n'est pas, comment dirais-je, nous ne voyons pas en fonctionnement. Cette machine de marque italienne, Talpac, fabrique 40 sachets minutes. Et c'est vrai que pendant la mise en marche, bon, il y a 2 ans de cette usine, on tournait à quelques 8 heures par jour. Là, pendant les confinements, c'est du 3-8. Et on y ajoute le samedi pour pouvoir fournir, et on a été loin de fournir d'ailleurs. Bon, là, ce deuxième confinement est quand même plus modéré, mais nous avons développé des nouveaux marchés, notamment en bio, pour donc des grandes moyennes surfaces à l'échelon national. Voilà. Les sachets, on les a vus donc tout à l'heure. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Moi, j'ai une question. Jean-Paul, au dernier confinement, vous aviez augmenté la production. La production avait été multipliée par 22, si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça, oui, tout à fait. Donc, on a fait 350 000 sachets sur l'année 2019. On est passé à 1 million sur 6 mois. Donc, ça a été extraordinairement important. Et est-ce que vous avez pu développer du coup des nouveaux contrats suite à ce confinement? Oui. Nous avons développé des nouveaux contrats parce que, comme tout le monde nous appelait pour avoir de la farine, puisque il ne faut pas oublier que 60% des sachets viennent de l'étranger, notamment d'Allemagne, d'Italie, voire de Roumanie. Et comme les frontières au premier confinement ont été fermées, les transports arrêtés, évidemment, les grandes surfaces se sont trouvées sans produits, sans farine sachet à vendre, ce qui a créé cette demande importante. Donc, on avait toutes les grandes surfaces qui nous appelaient. Nous, on a dit, écoutez, on ne veut pas faire un coup, on veut fournir nos clients habituels d'abord. Mais si vous faites un contrat pour bien au moins une année, on veut bien vous fournir un camion de temps en temps quand on pourra. Donc, ils ont accepté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des contrats qui sont pérennes en quelque sorte et qui alimentent. Alors, je pense aussi que les acheteurs de grandes surfaces et de grands groupes ont compris qu'il valait mieux prendre du local quand même, surtout quand, dans ces moments-là. Donc, et puis je pense aussi que le consommateur regarde beaucoup plus au sachet qu'il achète, et puis tous les autres produits d'ailleurs. Mais quand on voit que certains sachets viennent de Roumanie, sincèrement, bon, alors c'est la farine conventionnelle, je suis d'accord, mais bon. Alors tout était une question de prix, parce qu'évidemment, les Allemands, les Italiens font travailler des gens des pays de l'Est qui ne sont pas au salaire des employés français.
Et donc, du coup, vous dites que vous communiquez plutôt en GMS. Est-ce que vous avez des contacts avec les réseaux spécialisés ou même est-ce que vous pensez aller vers la RHD? Alors oui, nous avons alors déjà la marque Jardin Bio est un excellent client à l'échelon national. Donc, alors nous avons aussi des réseaux, comment dirais de magasins spécialisés que nous fournissons. Nous avons une marque Elibio d'ailleurs qui vient d'être créée il n'y a pas très longtemps et qui travaille avec nous. Et puis, effectivement, nous avons des farines ensuite plutôt alors, en sachet pour la GMS, mais plutôt après, les volumes sont importants aussi pour la fabrication de leur pain bio, euh, donc au niveau des GMS, et puis les industriels qui fabriquent après des pâtisseries. Je pense par exemple à Jean Elisette à Saint-Jean-d'Angély, une très belle entreprise de biscuiterie lancée par les Nature, hein, et qui se développe d'une façon importante. Et nous avons d'autres industries de la sorte donc, qui consomment des farines bio pour le pain ou les pâtisseries. Alors, sur les blés aussi, nous contractualisons, on en parlait vous en parliez, Martine, tout à l'heure, sur 2 ou 3 ans, puisque nous souhaitons enfin, nous avons déjà fait ceci, ces contrats depuis, ça fait au moins 5 6 ans, pour assurer un prix rémunérateur à l'agriculteur, avec une vision, alors évidemment en fonction des volumes, ça on voit bien que cette année c'était pas brillant, mais ça lui permet quand même d'envisager un développement donc sur plusieurs années à un prix fixe. Donc on contractualise aussi pour assurer les producteurs. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je suis Jérôme Truitola, technicien bio à la COP de Loulay, qui fait partie de Akita Bio, et par Bonjour. ailleurs agriculteur bio aussi. Moi, j'avais 2, 3 questions à vous poser, notamment sur les aspects qualitatifs des blés que peuvent produire nos producteurs. Votre point de vue, notamment sur aujourd'hui, il se fait pas mal de blé associé à des févroles ou du pois, enfin beaucoup des févroles notamment. Je voulais votre point de vue là-dessus et sur les aspects qualitatifs, notamment protéines aujourd'hui, qui sont un peu le nerf de la guerre et où ben, on a un petit peu de mal, notamment sur des petites terres de Groix, de Poitou-Charentes, sur certains secteurs. Et on est peut-être amené à associer plusieurs variétés ou autres. Et tout à l'heure, vous parliez du fait que ben, vous allotez en variété pure. Enfin voilà, je voulais un petit peu votre ressenti, parce qu'aujourd'hui, ben, je pense que compte tenu du manque d'offres par rapport à la demande, vous preniez peut-être, je parle grossièrement, mais tout ce qui pouvait passer. Voilà, comment ça va être demain sur un marché peut-être plus mature et autres. Voilà, j'aurais bien voulu votre point de vue par rapport à tout ça. Eh bien, merci de la question et bonjour Jérôme. Oui, alors, quand je parle de variété pure, c'est surtout pour le conventionnel, quoi. En blé bio, comme vous le dites justement, on n'a pas trop le choix. Et puis, comme nos clients veulent du blé bio français, on a encore moins le choix. Surtout que nous, on a depuis maintenant 3 ans, on a abandonné les blés bio venant donc de Roumanie principalement, c'est-à-dire de l'étranger. Nous écrasons que du blé bio français. Ça, c'est la première chose. En termes de qualité, effectivement, nous souhaiterions du blé bio à 11% de protéines, mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons. Nous avons plutôt un 10,5. Bon, 10,5, on s'en contente. Avec nos boulangers, on a mis en place des panifications spécifiques pour ces blés bio avec des taux de protéines un peu plus faibles. Nous pouvons éventuellement les rehausser, notamment pour la brioche, avec du gluten bio, voire du blé de force bio, mais il y en a pratiquement pas, ou très peu. On essaie de sauter sur les lots quand on en trouve pour effectivement améliorer nos farines, pour ces farines brioches qui réclament du 12,5, 12, bon, minimum 12,5 de protéines. Ce qui fait que dans les variétés, on est plutôt à l'écoute des nouvelles variétés que vous pourriez vous mettre
comment dirais-je, en semences pour améliorer la qualité des protéines si c'est possible. Alors, nous contractualisons aussi des blés biscuitiers, notamment pour Jean et Lisette, avec la Cora, rien n'est caché. Hein. Là, par contre, ce sont des blés spécifiques biscuits. Donc, on est à l'écoute et je pense que quand on démarrait les blés bio, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on trouvait du Florence Aurore dans le sud-est de la France, en bio, qui était excellent, avec du Renan notamment. C'est vrai que ça, c'était un bon mélange, si on peut dire. Malheureusement, le Florence Aurore, je crois qu'il est abandonné. On ne le trouve plus et c'est bien dommage. Mais je pense que le développement notamment des céréales bio et du blé notamment, depuis ce développement exponentiel est quand même important. Hein. Quand on voit des développements à 2 chiffres aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui se développent à 2 chiffres. Donc, je pense qu'il y a de la recherche à faire qui pourrait très certainement améliorer les rendements et peut-être les qualités, notamment au niveau des protéines, de ces blés. Je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jérôme, mais on n'a peut-être pas suffisamment travaillé ça avec peut-être un manque de moyens aussi à l'époque, hein, c'est possible. Sur l'aspect qualitatif, on est tous la même question. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est rendu peut-être à associer des blés de force avec des blés un peu plus productifs pour essayer de garder la marge de l'agriculteur et l'aspect qualitatif pour vous. Après, je sais pas, il y a Monsieur Roland de l'INRAN Rennes là, qui parlait notamment une des dernières variétés inscrites en bio, qui est Génie, qui assurerait des notes de panification, on va dire sur un ratio entre 9,5-10 de protéines, à partir de 9,5-10. Je sais pas si c'est des pistes pour demain sur l'aspect bio ou pas. Enfin voilà, c'est comme ça qu'elle a été présentée aujourd'hui. Mais oui, c'est le... Alors après, à vrai dire, je pense qu'on a compte tenu, enfin, le prix, la rémunération de l'agriculteur fait que, par exemple, aujourd'hui, on développe peu ou pas pour l'instant des variétés de blé de force pure, parce qu'il y a des secteurs où on sait qu'on peut le faire, mais si vous êtes payé au même prix entre un blé, on va dire, à 12, il y a bien une bonification, hein, mais est-ce qu'elle est à la hauteur par rapport à peut-être à vos besoins et la perte potentielle de rendement de l'agriculteur? Je pense qu'on est au début de ce travail parce que personne ne s'est foulé compte tenu que vous courriez après les tonnes de blé, peut-être que la partie de production, c'est pas trop foulé non plus, toute mesure, hein, on essaye bien d'arriver aux 11, hein, mais c'est vrai que suivant les secteurs, déjà arriver à 11, c'est déjà pas simple, pas simple. Mais après, voilà, moi, c'est la question des aspects de mélange de variétés ou autre. C'est vrai qu'on peut voir, notamment en aspect conventionnel, où voilà, il y a un peu des listes à respecter, des choses. Je pense que c'est peut-être des choses qui vont arriver demain, quoi, hein, mais c'est vrai que pour le moment, on balbutie autour de ça. Mélange de variétés, on n'est pas contre hein, là-dessus. Je suis sûr d'ailleurs qu'on rentre déjà des blés qui sont en mélange de variétés. Bon, si la moyenne nous convient en quelque sorte. Vous parliez aussi des mélanges avec des févroles ou autres. À partir du moment où nous, le blé nous convient en termes de qualité, pourquoi pas? Ce qu'il faut, c'est que il faut les séparateurs, enfin les nettoyeurs séparateurs, disons, corrects derrière, voire maintenant extrêmement sophistiqués d'ailleurs, ces engins, pour pouvoir séparer la févrole. Il ne faut pas qu'il y ait de 3 ou 4% de févrole dans nos blés, quoi, parce que là, du coup, on ne va pas faire du bon boulot, quoi. Et nous, nos séparateurs, quand c'est des tout petites particules, je pense à la vesse, notamment pendant un temps où il y avait des champs qui étaient quand même un peu infestés de vesse, on n'arrivait pas, nous, à le séparer du blé. Alors, ça a été l'utilisation au départ. Il y en avait 1%, donc on pensait quand même ça dans le moulin, mais enfin, c'est pas l'idéal parce que ça nous donnait un petit goût d'amande. Bon, il y a 1% n'était pas. Alors, je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années, hein, mais c'était pas trop nocif, si on peut dire, mais aujourd'hui, ça passe plus. Ça. Oui. Donc, je pense qu'il faut effectivement travailler les variétés.
il y a certainement une amélioration à faire. Et puis alors, ça va demander du temps là aussi, parce que ça ne se fait pas en une saison. Hein. Mais je pense qu'il y a du bon boulot à faire là-dessus, certainement. Très bien, merci. D'autres questions? Non? Bon, ben Martine, si tu es toujours là, je vais te repasser la. Oui, moi, j'aurais voulu savoir, Jean-Paul, est-ce que vous valorisez le son? Alors, les sons, on les valorise, bien sûr. Ah oui. Alors, nous vendons ces sons auprès d'usines d'aliments du bétail. Et les sons sont valorisés, bien sûr, par rapport à un son conventionnel, c'est évident. Ils sont complètement mis à part. On vend des sons d'ailleurs, même chez des éleveurs, des agriculteurs éleveurs qui font de l'élevage bio. On vend des camions de son quelquefois pour ces personnes-là. D'accord. Et c'est vrai que du coup, on peut avoir une mise en avant, enfin, il y a une mise en avant de l'origine des sons 100% France, parce que c'est un critère de recherche qui devient de plus en plus important pour les FAB. Et on sait qu'ils bloquent parfois sur justement des silos, des meuniers qui n'isolent pas forcément les sons entre le français et l'import. Et le côté 100% français, c'est un point important. Oui. Tout à fait, oui, tout à fait. Maintenant, enfin, nous on est maintenant fichés, entre guillemets, blé bio France, donc on n'a pas ce problème-là, mais effectivement, on essaie de les valoriser par le 100% français. Oui, tout à fait. On ne le faisait pas du temps où on écrasait du blé européen, du blé bio européen. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas de possibilité de différencier. Aujourd'hui, on le fait. Tout comme les farines bio, d'ailleurs, d'origine blé France, sont valorisées nettement par rapport à un bio européen. Quoi. Oui. Et Alban, justement, dans ces nouvelles variétés, est-ce que le monde coopératif avance là-dessus? Est-ce que vous avez fait des essais? Est-ce que vous constatez des améliorations protéines, rendement sur certaines nouvelles variétés? En fait, pour revenir, c'est vrai que je ne me suis pas exprimé tout à l'heure sur l'aspect variétal. Ce qui est important à avoir en tête, donc nous, on teste tous les ans nos variétés. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'une variété qui est bonne en conventionnel, en panification conventionnelle, n'aura pas forcément les mêmes comportements en bio. Donc c'est important de refaire tous les tests. Alors j'entendais parler de génie tout à l'heure par Monsieur Truteau là. Donc effectivement, Génie, lui, c'est une sélection 100% bio, donc faite typée pour le bio, donc on connaissait un peu son comportement. Mais c'est vrai que c'est très important de retester tout. Donc là-dessus, on n'a pas les mêmes critères de choix je sais qu'on n'a pas les mêmes critères de choix que nos collègues du conventionnel. Donc nous, on va vraiment chercher cet équilibre et cette qualité de protéines plutôt que la teneur en protéines. Et après, sur l'aspect blé de force, on parlait du blé de force. Le problème du blé de force, au-delà de toute la valorisation qu'on peut y faire, c'est le manque d'efficience à l'azote que toutes les variétés de blé de force ont. Donc, on a du mal. Alors, au-delà de tout l'aspect, la recherche et tout ce qu'on peut faire autour de ces variétés de blé de force, c'est qu'elles sont plus gourmandes en azote, et on sait que c'est un élément quand même qui est limitant dans nos itinéraires blé. Donc c'est pour ça on a du mal à sortir jusqu'à présent des blés de force en pur, mais je pense qu'il faudra qu'on aille sur ce type de production. Donc c'était juste les 2 points que j'avais à rajouter sur l'aspect variété. Ouais. Effectivement, c'est le problème parce que nous, on est 100% blé bio français, par exemple, mais quand on met du gluten pour certaines fabrications, il n'y a pas d'usine de fabrication de gluten bio en France. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de rentrer de l'italien. Ouais. Donc, c'est pas du 100%. Alors, évidemment, du gluten, on n'en met pas des tonnes, c'est de 0,3 à 0,5%. Comme dans le bio, on a le droit à une partie
malgré tout, c'est bio. Mais je veux dire par là, c'est pas du 100% français, autrement dit, quoi. Ouais, du coup, on n'arrive pas à tenir. C'était la même problématique sur le sucre ou d'autres matières à l'époque. Voilà. Pas à tenir le 100% France. Il va falloir qu'on y aille. Sur le blé de force. Voilà, d'autres questions éventuellement? Je vais poser la question à Michael. Michael, vous m'entendez? Ouvrez votre micro. Voilà. Oui, alors, oui, bonjour. Comment ça se passe en boulangerie artisanale quand vous parlez du bio? Est-ce que vous avez de l'écoute? Alors, il y a quand même un certain nombre de boulangers qui fabriquent des pains bio. Mais comment reçoivent-ils un peu le développement quand vous leur dites c'est à plus 13 ou plus 15% par an? Voyons, voulez-vous faire du bio? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est qu'on a quand même une démarche qualitative qui se produit en boulangerie en se dirigeant vers le bio. Et on le constate depuis le confinement où on a des démarches avec des demandes de clients pour avoir la démarche vers le bio. Je pense que là, on va avoir, je parle bien sur mon secteur, quelques clients qui vont s'affilier bio prochainement et du fait de la demande croissante du consommateur. D'accord. La certification, parce que la certification d'un boulanger, c'était un peu le problème au départ, il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont un peu moins réticents. Alors aujourd'hui, ils sont un peu moins réticents dès lors où on leur montre et on leur démontre qu'aujourd'hui, les parts de marché en bio sont de plus en plus importantes et peuvent représenter pour certains jusqu'à 50% de la valorisation de leur production. Très bien. D'accord. Peut-être que Vincent d'EcoCert peut nous amener son éclairage sur peut-être Voilà. des demandes. Merci, Michael. Merci, Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, nous, on les a. Donc, moi, je travaille pour EcoCert, je fais pas d'audit, je suis en chargé de clientèle, donc j'ai plutôt les gens en amont de leur projet. Et c'est vrai que quand on a les boulangers au téléphone, ce qui les inquiète, c'est la complexité éventuelle de la certification avec la gestion des stocks, et c'est surtout ça souvent qui les bloque. Et voilà. Et puis après, évidemment, la question financière qui joue. Mais souvent, c'est plus la contrainte, en fait, liée à la certification bio qui les ralentit. Ouais, c'est là le problème majeur, effectivement. Nous, on a constaté très souvent, alors que la démarche, elle est quand même, j'allais dire, à partir du moment où on est organisé, elle est simple. Effectivement, il faut faire le compte des baguettes restants, éventuellement le soir, si elles ne sont pas vendues, mais bon. Nos amis boulangers, sont pas toujours facile de leur faire comprendre ceci, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Oui, c'est ça, c'est de tenir, de tenir une activité. Enfin, faut quand même qu'on ait des indicateurs quand on vient faire les audits pour qu'on voit ce qui se passe au jour le jour. Et c'est vrai que quand on leur explique un petit peu qu'il faut qu'on ait une vue sur ce qui rentre, ce qui ressort, la traçabilité, les garanties, c'est vrai que des fois ça peut les inquiéter un petit peu. Et est-ce que vous certifiez des boulangeries 100% bio aujourd'hui? Oui, mais c'est souvent par conviction. Oui, souvent les petits boulangers qui sont là parce qu'il y a un débouché économique, comme vous étiez en train de le dire, mais qui sont aussi là par conviction. Eux, ils essayent de faire un maximum de références bio. On a tout, hein, on a vraiment tout. On a le boulanger qui fait juste 1 ou 2 baguettes sur le bio, et puis celui qui va partir aussi sur les pâtisseries, tout. Donc on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout. D'accord. Et je vois Thierry qui est là aussi, Thierry Bunab. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le bio se développe en Charente? Nous, comme vous le savez, hein, on est
on est partenaire dans Akita Bio via longtemps, et donc on essaye effectivement de développer. Mais effectivement, les questions que vous nous posez, on se les pose nous aussi. Hein, c'est aussi très très compliqué des fois de développer, notamment des variétés pures comme le blé. C'est vrai que c'est des fois un peu compliqué. Parce que effectivement, on est beaucoup sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, sur des notions de mélange notamment, et qu'il est difficile aujourd'hui de faire, comme dans le conventionnel, de faire de la variété pure en B. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais est-ce que vous avez des questionnements de vos agriculteurs et sociétaires et qui vous posent des questions sur le bio? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt? Déjà, poser des questions pour un cultivateur qui fait du conventionnel, poser des questions sur le bio, ça veut dire qu'il commence c'est un début de conversion, si on peut dire. Non, mais disons que aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour le bio. Un intérêt pour le blé en particulier, c'est certainement un peu plus difficile. Voilà, il y a une diversification quand même qui se fait au niveau du bio, avec beaucoup de diversité, si vous voulez, dans les assolements. Et donc, effectivement, si on arrive à mettre quand même en assolement effectivement du blé, du maïs, enfin des céréales qui sont maîtres un peu, on a aussi beaucoup de questionnements sur des marchés qui sont un peu plus des marchés de niche, avec de la forte valorisation et notamment des légumineuses. D'accord. Donc, on essaye effectivement de développer. Donc, effectivement, la contractualisation fera qu'effectivement, ça peut certainement être un critère intéressant pour développer, effectivement, et pour que les gens, on arrive à travailler sur des itinéraires qui fassent que l'on produise, effectivement, du blé, je dirais des volumes de blé de façon homogène au fil du temps. Mais c'est vrai que c'est des fois un peu plus compliqué que la partie conventionnelle. Ah oui, la partie conventionnelle, tout le monde sait faire depuis tellement d'années que c'est devenu une routine presque. Non, mais c'est un ouais. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans le conventionnel, si vous prenez du blé en filière, c'est une excellente source de création de valorisation pour l'adhérent, que ce soit n'importe quelle filière. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait considéré forcément comme ça sur le bio, sur le terrain. C'est-à-dire que la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas forcément sur du blé, même en filière. Elle est plutôt, je vous dis, sur certains produits un peu plus peut-être, on va dire, exotiques, avec de la vraie valorisation derrière. Je voulais juste rajouter sur ce que vous disiez là, Monsieur Buna. C'est la stricte vérité. Après, la particularité, en fait, c'est que les bio ont passé 10 ans à produire ce qu'ils voulaient et tout valait de l'or, entre guillemets. C'est-à-dire, si vous prenez de la lentille, il y a 10 ans, ça valait entre 8 et 900 euros. C'est monté à 1500, c'est en train de redescendre. Et donc, du coup, forcément, ça met des dollars dans les yeux de tous les agriculteurs. Et le problème, on arrive sur un marché qui devient mûr, et ce qui était vrai il y a 5 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que le blé, à un moment donné, même quand le blé valait à peine 400, c'était même plus la peine d'en parler aux agriculteurs bio. Et voilà, tout le monde a fait un effort aujourd'hui à 500. Mais ce qui, on va dire, les cultures exotiques qui étaient hyper rentables ou qui les détachaient du blé, ça va être beaucoup moins le cas. Et je pense que c'est nous, en tant que coopérative ou autre, c'est bien de faire le lien avec les besoins de la filière tout en intégrant une rotation des besoins agronomiques, etc. Mais je pense que semer des hectares de pois chiches et de lentilles, si on s'amuse à ça, ça vaudra plus rien. Donc pour le coup, ça posera d'autres soucis. Donc c'est vrai que le blé, c'est pas facile d'en parler et de l'intégrer à sa juste valeur dans les rotations des bio, mais je pense que le contexte a évolué et il faut qu'on arrive à les faire évoluer en leur montrant bien que faire que des cultures qui marchent déjà, on risque de dézinguer la filière et que le blé reprendra sa place. Mais c'est vrai que c'est pas facile.
c'était pas facile, mais ça, c'est qu'on a passé, on va dire, 5-10 ans où ben, on se met ce qu'on voulait, et notamment les cultures à valeur ajoutée, et c'était bien rémunéré. Je pense que voilà, faut qu'on apprenne à leur dire de cultiver ce qui se vend déjà, tout en gardant un aspect technique, agronomique et économique pour eux. Mais voilà, le blé, je pense, gardera ses lettres de noblesse, même si ça n'a pas été facile de leur en faire semer ces dernières années, quoi. Non, mais on est bien d'accord on est bien d'accord là-dessus, hein, sur le fait qu'effectivement, enfin, sur la deuxième génération des bio, où les gens sont plutôt grande culture et sont pas polyculture, souvent élevage, grande culture. Et donc, effectivement, avec des hectares un peu plus conséquents, effectivement, on revient aussi sur des cultures telles que le blé ou le maïs, qui effectivement permet, avec des instruments un peu plus conséquents. Et puis, juste pour rajouter un petit truc, c'est que à vouloir faire que des cultures exotiques ou peu de rotation, mais qu'une rotation, on va dire, économique, moi, j'ai déjà des adhérents qui ont une grosse dizaine de bio maintenant derrière eux, et on arrive sur des parcelles dans des espaces techniques parce qu'ils ont fait tellement de cultures, type lentilles, pois chiches, enfin vraiment à forte valeur ajoutée, pas facile à désherber en culture, etc. Et on arrive à des endroits, dans des espaces techniques. Et l'argent qu'ils ont gagné pendant 10 ans, ça va être dur à rattraper maintenant sur des états d'ensalissement de parcelles et tout. Mais c'est un travail de longue haleine. Oui, certainement, oui. Alors, effectivement. Oui, vas-y, Thierry. Juste pour rajouter, pour quelques-uns là qui effectivement font du blé, qui sont plutôt je dirais techniquement qui sont plutôt bons et même en bio, on a quand même des vraies remontées de problèmes sur les niveaux de protéines en bio, qui quand même posent problème. Alors, est-ce que c'est le secteur qui veut ça? Il semblerait qu'il y ait des secteurs plus on monte au nord et que ça soit un petit peu plus facile, mais effectivement, quand on descend un peu sur le sud, là, sud Charente-Maritime et Charente, on a un peu plus de difficultés à tenir les niveaux en protéines. C'est sûr. Effectivement, oui. Ce qu'il faut entendre aussi pour le blé bio, c'est que on est à peine à l'équilibre actuellement en termes de consommation, de souhait de consommation, disons, en blé français. On n'est pas à l'équilibre, on est obligé de rentrer encore, bon, selon les chiffres qui sont dits, entre 20 et 30 000 tonnes de blé étranger. Mais avec le développement que nous avons, et on entend, nous, enfin, dans notre clientèle, de plus en plus d'acheteurs de farine bio, ça veut dire quand même que ça va se poursuivre et qu'il faudrait tenter de développer la culture de blé bio. Et puis encore une fois, nous, faire 300 km pour aller chercher un camion de blé bio dans le nord de la France ou en Bourgogne, c'est pas correct, quoi. Ça correspond pas avec ce que souhaite le consommateur aujourd'hui du local de plus en plus, et ça, il le signifie très nettement. Donc, voilà. Bah après, je pense qu'il y a quand même encore des tonnages de blé bio qui vont arriver, hein, parce que moi, je parle pour, en tout cas, la COP où je suis, des conversions de grosses structures céréalières qui ne sont pas encore bio, qui vont être bio là d'ici une campagne, des structures de 300-400 hectares. Il y en a encore qui arrivent, qui sont encore en conversion, et ça représente quand même des hectares. Donc même si la consommation augmente, mais je veux dire, il y a encore des surfaces à arriver, et il y a encore, même si c'est peut-être moins d'engouement qu'il y a 2-3 ans, mais je vois encore en 2020, à l'échelle de ma COP, c'est encore significatif les gens qui vont vers l'agriculture bio. Donc tant mieux si la consommation augmente, il y a des hectares qui arrivent aussi. Bon, ben, tant mieux, voilà, c'est le souhait, au moins de la meunerie. Voilà. D'autres questions? Moi, j'ai peut-être une dernière question, enfin peut-être pas dernière. On parle de maintien de prix, on parle de juste rémunération, notamment avec C'est qui le patron. Donc avec C'est qui le patron, oui, les distributeurs jouent le jeu, mais sur les autres marques, est-ce que on parle de contractualisation amont, mais est-ce que dans le cadre des contractualisations aval,
cette juste rémunération filière, elle est considérée et est-ce que les distributeurs jouent le jeu? Dans le bio, oui, maintenant. Même avec des GMS, il y a 2 ans, on a fait venir carrément un directeur de coopérative avec nous pour rencontrer l'acheteur d'un GMS pour lui dire si vous en voulez de la farine bio, il va falloir payer ce prix-là. Et ils ont accepté. Hein. On avait les arguments effectivement comment dirais, de la partie culture, hein, avec justement la rentabilité qui à l'époque, on en a parlé tout à l'heure, à 400 € n'était pas convenable. Donc ils ont accepté. Aujourd'hui, la contractualisation, on l'a fait sur 2 ans. Sur 2 ans, ça va. 3 ans, pas encore. Enfin, pas encore. Jamais pour l'instant. Mais sur 2 ans, on peut contractualiser, on contractualise et on renouvelle. Ça fonctionne. Je parle uniquement de la farine de blé. Hein. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non. Bon. Merci. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, Martine, je te laisse. Enfin, moi, je vous remercie de votre visite virtuelle et puis de toutes les questions, de toutes les personnes présentes. C'était un bon moment, sympathique. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. On ne sait pas du tout si on va pouvoir se voir en visuel autour de Noël ou en fête de fin d'année autour d'une table. Nous verrons bien. Mais ce qui est sûr, c'est que, au moins dans le groupe présent aujourd'hui, on a le même sentiment, c'est développons le bio. Voilà. Donc, bonne fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup de votre présence. Et je repasse la parole à Martine. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à tout le monde. Merci. Donc, le mois de la bio continue. Hein. On est juste à la moitié du mois de la bio. Peut-être je vais laisser la parole à Zaïda ou à Romaric pour nous parler peut-être d'autres journées qui auront lieu dans le 79 à venir. C'est Romaric, donc de la chambre des Deux-Sèvres. Bonjour. Donc, si je ne dis pas de bêtises, cette semaine, on va avoir une journée organisée à Val. Donc, l'adresse et l'agriculteur, c'est Monsieur Robin. Donc, c'est sur le site du mois de la bio. Orienté bovin, laitant et les coûts de production. La semaine suivante, Daïda, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai un trou. Alors, ben oui, on avait des événements organisés dans le cadre de Caprinov, mais malheureusement, c'est compromis. Je crois qu'il y a une journée interbassin le 26 novembre. Qui est organisé donc, sur une thématique plutôt grande culture. Là, Zaïda, tu pourras peut-être en parler un peu plus que moi. Ah. On t'entend pas, Zaïda. Problème technique. Problème technique. Bon, pour finir sur les journées, donc à ma connaissance, on finira normalement le 30 novembre par une journée donc orientée maraîchage à Argenton-Château. Là encore, le détail précis est sur le site du mois de la bio, donc avec une thématique mineuse du poireau, mais sachant que l'objectif c'est surtout de parler de maraîchage bio de manière générale. Pour compléter cela, normalement, on devait avoir une formation qui devait se tenir la semaine prochaine liée à la conversion à l'agriculture biologique.
et qui, compte tenu du contexte sanitaire actuel, va être repoussée à janvier. Donc une formation qu'on fait avec AgroBio, donc de manière récurrente tous les ans, pour accompagner les porteurs de projets à l'agriculture biologique, leur faire intégrer déjà dans un premier temps la réglementation liée à l'agriculture biologique, leur parler un petit peu des débouchés sur les différentes filières, sur ce qui peut fonctionner, ce qui fonctionne moins, et puis faire témoigner souvent un organisme certificateur, un agriculteur récemment converti ou encore des coopératives, présenter ce qu'est la bio. Zaïda, je te laisse la main pour la journée du 26, la journée interbassin. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, c'est bon. Ah, voilà, c'était le problème du direct. Oui, effectivement, tu as tout dit, Romaric. J'ai juste encouragé les gens à s'inscrire en ligne, en fait, parce que comme les journées qu'on a vues, ça peut changer des jours au lendemain si on les passe en visio, selon les nouvelles mesures. Du coup, le mieux, c'était toujours le mieux de s'inscrire, mais maintenant, c'est impératif de s'inscrire, en fait, pour que nous, on puisse vous informer s'il y a des changements. Du coup, voilà, c'était la seule chose que j'ai voulu ajouter. Pour la journée du 26, c'est Anne Barbier qui coordonne avec Émilie Pied et les Bassans. Du coup, pour plus d'informations, il faut voir directement avec Anne. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Jean-Paul pour cette visite virtuelle et en espérant qu'on puisse le faire en physique prochainement.